aniversario del CIDE, a la División de Estudios Jurídicos le preguntaron que a qué profesor de qué lugar del mundo querían traer como parte de este trabajo de aniversario. Y yo, sin dudarlo, pedí que fuera el profesor François Host, que está en Bruselas, porque del trabajo que he leído de él no me queda la menor duda que es de los teóricos del derecho más creativos, más innovadores, con un trabajo que no ha sido desafortunadamente traducido al español, pero tenemos la gran noticia que a partir de su estancia en México, el propio CIDE va a patrocinar la traducción de una de sus obras y el Fondo de Cultura Económica otra. Entiendo que alguno de los trabajos que tenía que ver con cuestiones ambientales lo tradujo alguna universidad latinoamericana, pero la presencia del profesor Host en México tiene que ser un suceso que marque la diferencia entre lo que estamos acostumbrados como a repetir en la teoría del derecho y el rompimiento de muchos paradigmas que, como van a ver, él hace y ha sido materia de muchos de sus trabajos. Bondadosamente ha aceptado trabajar con nosotros 4 días seguidos, con conferencias, bueno, martes, miércoles, jueves, pero el jueves con un doble trabajo, la conferencia de las 10 de la mañana, y algo que es verdaderamente apasionante de su trabajo, que es la relación de derecho y literatura para el jueves próximo. Bienvenido, profesor Host. Estamos muy contentos que esté con nosotros. Sabemos que el viaje ha sido pesado, pero seguramente el trabajo de intercambio que va a haber con los estudiantes y con los profesores de Derecho del CIDE va a ser sin duda muy redituable también para usted. Bienvenido de nuevo y esperamos con ansia sus palabras. Merci au professeur Laetitia Boniface pour cette conférence qui m'honore à l'occasion du 40e anniversaire du CIDE, dont on connaît en Europe la réputation d'excellence comme centre de recherche en sciences sociales et maintenant avec une toute jeune faculté de droit. Je suis désolé de ne pas pouvoir parler dans la belle langue espagnole. J'ai un fils qui vit à Tolède et qui parle très bien l'espagnol, mais voilà, moi je n'ai pas encore eu l'occasion d'apprendre suffisamment. Je comprends à peu près les questions pour tout à l'heure. Et merci à madame la traductrice qui, je l'ai appris, est une compatriote de Belgique. Voilà, nous avons certainement une complicité de traduction. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'un thème qui pour moi est vraiment central, qui est ce que j'appelle le changement de paradigme auquel nous assistons pour penser les transformations actuelles du droit et de l'État. C'est notre métier d'intellectuel d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, le monde qui change. Et pour essayer de comprendre ce monde qui change, j'ai écrit il y a quelques années avec Michel van de Kerkhove un ouvrage intitulé « De la pyramide au réseau ». Vous voyez que j'avais anticipé mon voyage au Mexique, puisque des pyramides, il y en a beaucoup et de très belles au Mexique, pas seulement en Égypte. Et des réseaux aussi, pour un pays jeune, un pays moderne, branché, des réseaux, c'est quelque chose, surtout que les jeunes étudiants connaissent bien. Nous ne sommes plus seulement des hommes ou des femmes de l'écriture et de l'imprimé, mais des hommes et des femmes du réseau. Et ma conférence d'aujourd'hui pourrait être comprise comme une sorte de commentaire des 2 images que j'ai distribuées.
et qui, à leur manière, vont illustrer ces deux paradigmes. Mon point de départ, c'est l'idée que la pensée juridique occidentale, qui est encore enseignée aujourd'hui dans les facultés de droit, qui est dominante, est une pensée juridique positiviste. Ça veut dire que seul le droit pertinent est le droit qui a été édicté par une source officielle. Donc c'est un paradigme positiviste, étatiste. Le seul droit vraiment digne de considération est le droit de l'État. Et c'est un paradigme légaliste, qui veut dire que la source centrale du droit est la loi. Tout ça est assez cohérent. C'est un modèle qui s'est développé à partir du XIXe siècle et qui a reçu au XXe siècle sa formulation définitive, avec notamment Hans Kelsen, qui est le plus grand auteur du positivisme juridique, avec sa théorie de la théorie pure du droit. C'est un modèle qui est basé sur l'ordre, la hiérarchie et la stabilité. Sur le plan politique, ce modèle est fondé sur l'État, qui est pouvoir souverain dans l'ordre international, qui est pouvoir suprême dans l'ordre interne, qui a des frontières stables et en principe définitives avec ses voisins. Et sur le plan juridique, ce modèle est basé sur la loi, source principale du droit, dans un modèle qui est à la fois hiérarchique, avec la fameuse hiérarchie que vous connaissez bien, la Constitution, de la loi, des arrêtés réglementaires, ou aussi hiérarchie des tribunaux. Ça, c'est le portail, le site de la Cour de cassation de Belgique. C'est un modèle que nous connaissons bien aussi. Cour de cassation, cour d'appel, tribunaux de base, justice de paix. Donc c'est un modèle qui conçoit la production du droit comme hiérarchique à partir d'une source supérieure. Et c'est aussi un modèle basé sur une autre séparation, pas seulement hiérarchique, mais verticale, entre les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. C'est un modèle classique que nous pouvons illustrer à l'aide de la première illustration que vous connaissez peut-être et qui date de 1651. Elle était la première page du livre de Thomas Hobbes, philosophe anglais Thomas Hobbes, fondateur de la pensée politique moderne, et qui forge l'imaginaire occidental de l'État et du droit, qui est à la source de ce modèle positiviste, étatiste, légaliste. Alors, regardons, si vous voulez bien, l'image. Que voyons-nous sur cette image? Un personnage quasiment mythologique, à moitié homme, à moitié Dieu. Il tient dans sa main droite le glaive, l'épée, symbole du pouvoir politique, et dans sa main gauche, la crosse, symbole du pouvoir religieux. Donc il concentre tous les pouvoirs. Si vous avez de bons yeux et que vous lisez la phrase latine en haut de l'image, il est dit, en latin, « Non est potestas super terram, que comparetur ei », ce qui veut dire il n'y a pas de pouvoir sur terre qui se compare à lui. Donc c'est le pouvoir supérieur. Tout ça est assez classique. Ce qui est plus intéressant, et un psychanalyste aimerait bien cette observation, regardez le corps du souverain, le corps du Léviathan. Le corps du Léviathan, c'est nous les hommes et les femmes, les sujets de droit. Donc, qui nous identifions, qui nous communions dans le personnage du souverain. Ce souverain, c'est le Commonwealth, c'est la Respublica,
c'est le Léviathan. Donc il n'y a pas d'autre perspective que cette... Il n'y a pas d'autre modèle que ce modèle du souverain unique, source du droit et de la justice. Modèle de la pyramide, d'ailleurs vous voyez bien que l'image ressemble aussi à une sorte de pyramide. De ce modèle, on peut encore dégager une logique, qui est la logique classique, qui est si caractéristique du modèle positiviste, et qui est la logique du syllogisme, que nous retrouvons dans le modèle classique de l'acte de juger. Rendre la justice serait appliquer un raisonnement syllogistique, avec la loi qui est donnée, qui est suprême, et qui représente la majeure du raisonnement. Le cas particulier, plaidé par l'avocat, le dossier, qui représente la mineure, et la décision du juge, qui est mécanique, qui dérive la solution de la majeure, c'est-à-dire de la loi non discutée, qui est appliquée à la mineure. C'est la logique classique basée sur les principes d'identité, A égale A, les principes de non-contradiction, A n'est pas B, et principe du tiers exclu, entre A et B, il n'y a pas de tierce possibilité. C'est aussi une logique extrêmement binaire que nous rencontrons beaucoup dans la pensée juridique classique, celle qui divise tous les concepts, toutes les réalités en couples d'opposition. Par exemple, le fait et le droit, le national et l'étranger, l'immeuble et le meuble, le patrimonial et le non patrimonial. Tout se passe comme si le droit entier était une cascade de couples d'opposition. Voilà, ça c'est une image en quelques minutes très rapidement évoquée du modèle classique de la pyramide, hiérarchique, linéaire, binaire. Ce modèle de pensée a été profondément ébranlé au cours du XXe siècle. Déjà dans le domaine des sciences exactes, des sciences naturelles. Je pense d'abord à Einstein avec sa théorie de la relativité, qui nous a enseigné qu'il n'y avait pas de vérité empirique en elle-même, en soi, que tout dépendait en réalité de la position de l'observateur. Et selon la position de l'observateur, on pouvait défendre deux vérités. Un autre exemple, c'est la physique quantique, qui se développe un peu après Einstein, qui nous amène à raisonner de façon conjonctive et non plus disjonctive. Ce n'est plus ou bien, mais ça devient et. Autrement dit, la même réalité peut recevoir deux qualifications différentes. Par exemple, dans la physique quantique, on nous explique que la lumière est à la fois une petite chose, un corpuscule, et en même temps une onde. Alors ça m'amène à faire le commentaire de la deuxième image, qui justement s'intitule « Relativité », comme la théorie de Einstein. C'est une gravure de l'artiste hollandais Escher, que vous connaissez sans doute, et dont le commentaire est assez facile. Ce qu'elle montre, c'est la juxtaposition problématique de plusieurs visions du monde, de plusieurs logiques. Nous avons la première qui est montrée si l'on regarde l'image dans son sens normal, avec un personnage qui monte un escalier au milieu, en bas de l'image. Mais si nous tournons la feuille vers la gauche, nous avons une toute autre logique, avec une famille qui mange à l'extérieur du bâtiment sur une sorte de terrasse. Et puis si nous tournons la feuille vers la droite, cette fois-ci,
nous avons un troisième plan, une troisième perspective, avec un couple d'amoureux qui se promène au soleil, derrière les arcades en haut à droite. Chacune de ces perspectives est logique dans sa rationalité, dans son domaine, mais le problème, c'est la juxtaposition problématique de ces trois logiques ou de ces trois rationalités. Eh bien, je pense que cette deuxième image est une sorte de métaphore de notre monde contemporain qui nous oblige à penser des réalités multiples qui cohabitent sur un même espace. J'avais une discussion ce matin très intéressante avec le professeur Salgado, que je remercie pour la discussion, et nous évoquions la situation juridique du Mexique, et nous disions, ben voilà, il y a à la fois la justice constitutionnelle, avec les tribunaux, avec la hiérarchie des normes, ça c'est une logique, et puis dans certaines régions du pays, mais je parle sous votre contrôle, je ne suis pas spécialiste de la situation du Mexique, il y a le droit indigène avec certaines formes de justice coutumières, locales et indigènes, et puis aussi dans d'autres secteurs, soit de l'économie, soit dans certaines parties de l'île ou du pays, comme du reste aussi en Europe, dans certaines parties de l'Italie ou de la Sicile, il y a les mafias, avec un ordre anticonstitutionnel dont on ne parle pas, mais qui est une réalité. C'est comme s'il y avait dans la gravure des chefs trois réalités qui toutes sont juridiques à certains égards et que nous devons apprendre à penser ensemble, à la fois sur le plan scientifique pour donner une image réaliste de la situation, et je pense aussi sur le plan éthique ou politique, pour pouvoir réagir et, si possible, faire triompher la justice et l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas en se voilant la face que l'on peut résoudre un problème. Donc, je soutiens que notre monde contemporain est devenu complexe et ne peut plus se satisfaire du modèle simple, réducteur du positivisme étatiste légaliste. L'image de la pyramide n'a pas disparu, mais elle ne suffit pas pour nous donner des clés de compréhension de la réalité politique et juridique contemporaine. Et je voudrais me référer à un grand spécialiste des sciences sociales à la fin du XXe siècle, c'est le penseur français Michel Foucault. Et Michel Foucault disait justement, je voudrais le citer, il disait: il faut abandonner le système de pensée souverain-loi, le système de pensée qui s'articule autour d'une notion de souverain-loi, qui a si souvent fasciné la pensée politique. Donc il faut abandonner, dit Michel Foucault, ce système-ci, et il ajoutait: le pouvoir n'a pas disparu, le pouvoir il est partout, mais il vient de partout, pas seulement du haut et du sommet. Le pouvoir peut venir des communautés indigènes, d'Internet, des multinationales économiques, des mafias, des églises. Et c'est donc ce réseau de pouvoir que le juriste ou le politologue contemporain doit penser. Bon, j'ai donné la citation de Michel Foucault, je pourrais citer un autre penseur qui est Ulrich Beck, le sociologue allemand Ulrich Beck, qui a écrit des livres sur la société du risque et le cosmopolitisme contemporain, et il nous apprend la pensée conjonctive. Il dit: le monde contemporain ne se satisfait plus des oppositions binaires, ou bien, mais demande à s'habituer à une pensée conjonctive. Et c'est pour ça qu'il a forgé ce concept que je trouve très intéressant, qui est le concept de glocalisation. En espagnol, localisation. Voilà, localisation. Là, je trouve que c'est un concept très éclairant. Nous sommes dans un monde global
mais la globalité se décline à la sauce locale, si j'ose dire. Et il faut penser les deux à la fois. Voilà ce que je voulais dire à titre d'introduction. Maintenant, le défi, c'est de penser ces paradigmes, de penser ces transformations de façon scientifique, parce que nous sommes à l'université, nous sommes des chercheurs ou des étudiants, et nous devons forger des instruments intellectuels pour penser ces réalités. Et l'instrument intellectuel que je voudrais vous proposer, c'est la notion de paradigme, que j'emprunte au sociologue des sciences Thomas Kuhn, qui a écrit un livre passionnant intitulé la théorie, enfin la structure des révolutions scientifiques. Il fait l'histoire des différentes sciences et il explique ceci. Il dit pendant des périodes de sciences normales, les scientifiques, par exemple les physiciens ou les chimistes, les astronomes, étudient les étoiles, adoptent une théorie commune et qui leur sert à la fois de carte et de boussole, c'est-à-dire qui leur indique à peu près le terrain d'investigation à ce qu'il faut chercher, qui leur indique les questions de recherche, et qui en même temps leur sert de boussole, c'est-à-dire leur donne une méthode pour avancer dans cette recherche. Pendant les périodes de sciences normales, on observe une communion, une convergence des scientifiques autour de ce paradigme. Donc tout va bien. Jusqu'au jour, c'est là que les choses deviennent intéressantes, jusqu'au jour où se produisent ce qu'il appelle des anomalies, c'est-à-dire des phénomènes d'observation qui ne cadrent pas avec la théorie, donc qui infirment la théorie. Par exemple, on avait annoncé une éclipse tel jour à telle heure, et l'éclipse se produit le lendemain, un jour plus tard. Donc la théorie est en défaut. À ce moment-là, la science entre dans une période de crise, la crise du paradigme, et il est très intéressant alors d'observer la manière dont la communauté scientifique réagit. La bonne attitude, l'attitude scientifique, c'est de prendre l'anomalie au sérieux et d'essayer d'améliorer la théorie pour permettre de rendre compte de l'anomalie. Mais très souvent, la théorie adopte une attitude paresseuse de déni ou de refus de l'anomalie et essaye de rejeter l'intrus en se refermant sur son paradigme, qui devient alors à ce moment-là une espèce de dogme, c'est-à-dire une vérité qu'on ne peut pas remettre en question. Et puis la troisième attitude, la bonne attitude, voilà, c'est de se mettre au travail pour essayer de comprendre ce qui va. Mon hypothèse, enfin, alors, je voudrais d'abord donner un exemple d'anomalie et de crise du paradigme. L'exemple le plus célèbre, c'est peut-être Copernic et Galilée dans la matière de l'astronomie, où nous avons eu donc ces savants courageux qui un jour ont dit non, la Terre n'est pas le centre du système, le Soleil et les étoiles ne tournent pas autour de la Terre, c'est la Terre qui est un petit satellite qui tourne autour du Soleil. Il fallait être très courageux pour dire ça, parce que d'une part, cela allait contre l'enseignement de nos sens, de nos yeux, parce que nos yeux nous montrent que le Soleil se lève le matin à l'est et se couche à l'ouest. Et d'autre part, l'Église catholique enseignait que, comme l'homme avait été créé à l'image de Dieu, eh bien, la Terre était au centre de l'univers et que tout le reste tournait autour de la Terre.
Et vous savez que Galilée a même fait l'objet d'un procès, il a été condamné à Rome et qu'il a dû se rétracter. Donc vous voyez que les questions scientifiques présentent souvent des enjeux politiques. Voilà l'exemple type d'une anomalie et d'un savant courageux qui ose remettre en question le paradigme. Et pour finir, comme vous savez, c'est bien sûr Galilée et Copernic qui l'ont emporté. Aujourd'hui, plus personne ne doute que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Eh bien, mon hypothèse en ce qui concerne le droit et l'État, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes exactement dans un moment de crise de paradigme. L'ancien modèle de la pyramide, avec l'État, la loi, n'a pas disparu, mais il est entré en crise et nous assistons à de nombreuses anomalies qui donnent à penser, qui suggèrent l'idée que nous entrons progressivement dans un autre modèle, mais qui ne s'est pas encore vraiment imposé. Et d'ailleurs, nous pourrions très bien connaître de violentes régressions au modèle étatiste. Et ce nouveau modèle, moi, faute de mieux, je l'appelle un modèle en réseau pour rendre compte de cette multitude de sources de droit, dont je parlerai dans la conférence de demain, de cette multitude de foyers de pouvoir auxquels nous assistons. Mais donc j'insiste pour que vous me compreniez bien, je n'ai pas dit que la pyramide avait triomphé, pardon, je n'ai pas dit que la pyramide avait disparu. Je dis que nous sommes dans l'entre-deux, à un moment de perplexité et d'hésitation. Et j'ajoute, parce que l'actualité nous fait réfléchir aussi, l'extrême actualité, j'ajoute que nous pourrions très bien, hélas, retrouver des formes de régression à des modèles de pensée, à des formes d'exercice de pouvoir que nous pensons peut-être dépasser. Je fais allusion à la situation très préoccupante de l'islam intégriste en Afrique, en Asie et peut-être même en Europe. Donc, nous disions, nous autres les intellectuels, nous aimons bien la complexité, les modèles nouveaux, mais il ne faut pas perdre le contact avec la réalité, et peut-être que la réalité pourrait nous ramener à des choses très archaïques, très primitives et très dangereuses, extrêmement dangereuses. Mais donc, je continue et je dis, voilà, nous voyons se multiplier les anomalies qui interrogent, donc, qui infirment la théorie classique. Par exemple, le fait que l'État, les États sont concurrencés par d'autres pouvoirs, donc ils ont perdu leur souveraineté. On est très loin du modèle de Hobbes et du Léviathan. Les États sont concurrencés par le haut, avec la construction supranationale. En Europe, mon pays est membre de l'Union européenne et a transféré des pouvoirs très importants, notamment en matière monétaire, à l'Union européenne. Les États sont concurrencés par le bas, avec des fortes tendances autonomistes. L'Écosse, il y a quelques jours, a presque voté son indépendance, le Québec, l'Italie du Nord, le Pays Basque et la Catalogne, la Flandre dans mon pays. Donc il y a des tensions très fortes vers le bas. Et puis surtout, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir que l'État est aussi concurrencé par le côté. Je veux dire par des pouvoirs privés, qu'ils soient commerciaux ou non commerciaux. Je fais allusion aux entreprises multinationales qui ont un bargaining power, qui ont un budget, un pouvoir tel qu'ils peuvent imposer leurs lois à beaucoup d'États soi-disant souverains, hélas. Et je pense aussi, ça c'est plus rassurant, à des pouvoirs privés non marchands dans l'ordre de la défense de l'environnement ou dans l'ordre qui sont des acteurs importants, parfois plus efficaces que les États.
je connais bien la situation de Médecins sans frontières, par exemple, et je peux vous dire avec toute certitude que s'il y a un acteur qui peut faire quelque chose pour Ebola aujourd'hui en Afrique, c'est cette organisation privée Médecins sans frontières, beaucoup plus que l'organisation de l'ONU ou des pouvoirs étatiques. Et malheureusement, les 3 États concernés sont des États extrêmement faibles, et même des États puissants comme les États-Unis d'Amérique qui veulent intervenir sur place, vont mettre de l'argent sur place, mais pas les hommes, et donc c'est un acteur privé qui est déterminant. Autre exemple donc d'anomalie, c'est le fait que la séparation des pouvoirs que nous avait enseigné Montesquieu entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif, eh bien, est devenue extrêmement relative aujourd'hui. Je donne 2 exemples. En Occident, nous savons bien que ce sont les gouvernements et pas les parlements qui font les lois. Je dois aller vite, je résume, mais c'est la vérité. Ce sont les gouvernements qui font les lois et les parlements adoptent les lois, mais sans pouvoir vraiment les discuter. Et d'autre part, les juges, notamment dans les cours constitutionnelles, ont reçu le pouvoir d'annuler une loi votée par le Parlement. Donc, il n'y a plus du tout cette espèce de séparation mécanique des pouvoirs, mais plutôt une collaboration, un jeu collectif comme au football, où la balle circule entre les différents acteurs. Et de nouveau, c'est l'image du réseau, me semble-t-il, qui en rend compte. Encore un exemple, Kelsen, donc, avec le positivisme juridique, enseignait la théorie pure du droit. Pour lui, le droit devait être pur, et la science du droit étudiée à l'université ne pouvait expliquer le droit que par le droit. Autrement dit, c'est un modèle complètement opposé à ce qu'on appelle aujourd'hui l'interdisciplinarité. Eh bien, moi je dis, ça ne marche plus du tout aujourd'hui. Si vous voulez comprendre le droit, si vous voulez pratiquer le droit comme avocat, comme juge, comme conseiller juridique, on ne peut pas pratiquer le droit en vase clos. Il faut le comprendre à la fois comme l'effet des forces sociales, des intérêts, des connaissances sociales, et comme ayant une certaine influence sur la société. On en parlait aussi ce matin avec le collègue, et nous disions, pour faire de la criminologie, par exemple l'étude du droit pénal, prison, de la criminalité, il faut avoir des notions de sociologie, de psychologie, de criminologie. Voilà. Donc la théorie pure du droit, qui veut que le droit s'explique seulement par le droit, est aujourd'hui en crise, et dans les programmes d'études des juristes, il faut intégrer l'apprentissage d'un minimum de sciences sociales pour éclairer le droit. Autre exemple d'anomalie qui met en discussion le paradigme classique, c'est ce que j'appellerais volontiers des boucles étranges ou des hiérarchies enchevêtrées. C'est une terminologie un peu sophistiquée qui vient de la théorie des systèmes. Donc, des boucles étranges ou des hiérarchies enchevêtrées, ce sont des hypothèses dans lesquelles un pouvoir inférieur se rend maître de la norme supérieure qui est pourtant censée encadrer et limiter ce pouvoir inférieur. Ce n'est pas un coup d'État que je décris, ce sont des situations que nous connaissons dans nos États de droit constitutionnels. Je donne 2 exemples. Les cours constitutionnelles dont je parlais, elles sont au service du constituant, elles sont au service de la Constitution, puisqu'elles doivent dire la vérité officielle, je veux dire, elles doivent dire ce que veut la Constitution,
et, le cas échéant, annuler une loi qui va à l'encontre de cette vérité constitutionnelle. Donc, on pourrait penser que les cours constitutionnels sont un organe efficace de la logique pyramidale, de la logique hiérarchique, puisqu'elles font prévaloir la norme supérieure, la Constitution, sur la norme inférieure, la loi. C'est ce que pensait Kelsen. Et je dois à la justice reconnaître que Kelsen est, en 1921, le premier penseur européen à avoir voulu introduire en Europe le modèle de la Cour constitutionnelle américaine, au service de son modèle classique. Ok. Eh bien, après un siècle de jurisprudence constitutionnelle, nous pouvons au contraire constater la présence d'une boucle étrange, d'une hiérarchie enchevêtrée. Pour une raison normale, une raison naturelle, c'est que le constituant, il n'est plus là, il est mort, il est absent. Et donc, c'est à la place du constituant, les juges constitutionnels qui disent ce qu'ils pensent être le sens de la Constitution. Je pense qu'ils travaillent honnêtement et de bonne foi, mais on ne peut pas empêcher que leur interprétation de la Constitution vienne au minimum enrichir, parfois se substituer à la volonté du constituant. Nous observons une boucle étrange ou une hiérarchie enchevêtrée. Un autre exemple. Le rôle du ministère public, je veux dire le rôle du parquet, c'est-à-dire les magistrats chargés de poursuivre les infractions pénales. Normalement, et heureusement dans un état de droit, ils sont au service du Parlement, ils sont au service du principe pénal de l'égalité, qui veut nullum crimen, nulla poena sine lege. Donc, ils sont là pour faire appliquer la loi pénale, entendu. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Il est impossible de poursuivre toutes les infractions pénales. C'est impossible. Nous vivrions dans un état policier s'il fallait poursuivre toutes les infractions pénales. Autrement dit, il faut faire une sélection, il faut faire un choix. Il faut appliquer une politique pénale qui fait que l'on va créer une hiérarchie entre les infractions. Par exemple, dans mon pays, depuis les scandales pédophiles, il y a une dizaine d'années, les infractions sexuelles à l'encontre des mineurs est devenue l'infraction majeure, la plus grave. C'est la tolérance zéro pour toutes les infractions criminelles à l'égard des enfants, toutes les infractions sexuelles à l'égard des enfants. Eh bien, c'est un choix qui a été opéré par la base, qui a été opéré par le ministère public, qui a décidé d'accorder la priorité absolue à cela, plutôt qu'à d'autres infractions qu'elle va peut-être mettre tout en bas de la pile du dossier ou oublier. Voilà. Alors, donc ça, ce sont quelques exemples, je pourrais en donner d'autres, quelques exemples d'anomalies qui doivent nous inquiéter et qui doivent nous mettre à la recherche d'un paradigme alternatif. Malheureusement, je dois bien observer que la pensée juridique classique, y compris dans ma faculté de droit à Bruxelles, est assez conservatrice, est un peu paresseuse, et donc va multiplier les stratégies pour rejeter la mise en question, pour défendre les certitudes acquises. Et c'est pourquoi cette science du droit classique va s'appeler elle-même une dogmatique, comme la dogmatique religieuse, c'est-à-dire qui se base sur des vérités qu'on ne peut pas remettre en question. Et par exemple, on va multiplier les hypothèses ad hoc. Ça veut dire, on va multiplier les exceptions pour ne pas devoir mettre en question la théorie dominante. Le problème, c'est que quand les exceptions se multiplient, la théorie dominante devient tellement faible
elle n'explique plus rien et on ferait mieux alors de l'abandonner et de trouver autre chose. Une autre stratégie de résistance aux anomalies, une autre stratégie consiste à développer ce que le philosophe français Bachelard, Gaston Bachelard, appelait des obstacles épistémologiques, qui consistent à développer l'ancienne théorie au-delà de ses limites, de façon à ne pas laisser pénétrer une théorie alternative. Par exemple, je donne un exemple. Lorsque l'on est confronté à une jurisprudence, donc une décision de justice créative, imaginative, souvent la pensée juridique classique va réagir de façon négative en disant que c'est de l'activisme judiciaire, ce sont des juges qui font de la politique, c'est le gouvernement des juges, on va agiter un drapeau rouge en disant qu'on ne peut pas faire cela. Au lieu de reconnaître que aujourd'hui la distribution des pouvoirs a changé et qu'il est normal et qu'il est naturel que les juges contribuent à dire le sens de la loi, plutôt que de reconnaître que l'interprétation de la loi, et donc l'interprétation créative de la loi, est quelque chose de naturel et même de souhaitable, eh bien, on continue à s'accrocher à la vieille théorie selon laquelle on ne peut pas interpréter un texte clair. On continue à s'accrocher à la vieille théorie selon laquelle les juges sont la bouche de la loi qui doit seulement appliquer des syllogismes, c'est-à-dire résoudre les problèmes par une application mécanique de la loi. Voilà. C'est un exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, Thomas Kuhn peut encore nous aider avec sa théorie des paradigmes, dans la mesure où il distingue 4 corollaires qui sont attachés à cette idée de paradigme. Et donc nous pouvons faire l'exercice et nous demander quels sont ces corollaires qui s'appliquent d'un côté au modèle classique de la pyramide et de l'autre côté au modèle classique du réseau. Thomas Kuhn distinguait 4 corollaires. 1. Les idées forces, les idées principales. 2. Les valeurs. 3. Les philosophies ou les métaphysiques sous-jacentes. Et 4. Les images, les métaphores. Et donc je vous propose maintenant, pendant quelques minutes, de faire cet exercice et de nous demander, si on fait un tableau en 2 colonnes, donc comment s'appliquent ces corollaires au modèle de la pyramide d'un côté, au modèle du réseau de l'autre côté. Premier corollaire, donc, les idées forces. Quelles sont les idées forces du modèle de la pyramide? Je vais vite et je dis, il y a 2 postulats, 2 idées tout à fait centrales. 1, c'est le postulat de rationalité du législateur, et l'autre, le postulat de la souveraineté du législateur. Et dans les 2 cas, c'est une façon de renforcer le modèle classique de notre ami le Léviathan. Le postulat de la rationalité du législateur répond à la question de l'interprétation que j'évoquais il y a 2 minutes. Donc, lorsque l'on s'interroge sur le sens de la loi, eh bien, le postulat de rationalité du législateur veut qu'il faille toujours donner un sens juste, efficace, usuel, enfin un sens idéal à la volonté du législateur, à la loi. Le deuxième postulat, c'est le postulat de souveraineté du législateur, qui répond à la question de la validité des normes juridiques. Validité des normes juridiques, donc, lorsque nous nous posons la question à quelles conditions une règle juridique doit-elle être obéie,
Eh bien, selon le modèle classique, la réponse c'est le critère de la validité, c'est que si une norme a été adoptée de façon régulière par l'auteur compétent, eh bien, elle est valide. Nous ne pouvons pas nous poser des questions sociologiques d'effectivité, ça c'est pour les sociologues. Nous ne devons pas nous poser des questions éthiques de légitimité, ça c'est pour les philosophes. Il suffit de se poser la question de la légalité formelle. Une règle régulièrement adoptée est une règle valide, c'est le postulat de souveraineté du législateur. Eh bien, je pense que ça change lorsque nous passons au modèle du réseau. Les choses deviennent plus relatives, plus discutées, tout va dépendre du contexte. Et ce seraient deux principes nouveaux que je voudrais évoquer ici, deux nouvelles idées forces. C'est le principe de proportionnalité et le principe de subsidiarité, qui sont deux instruments majeurs du droit contemporain. Le principe de proportionnalité discute la validité des règles de droit. Elle ne va plus de soi, il faut qu'elle soit pertinente par rapport à son objectif, il faut qu'elle ne crée pas d'atteinte démesurée par rapport à des droits concurrents. Bref, la validité devient discutée, controversée, en fonction d'autres intérêts, d'autres droits. Le principe de subsidiarité est évidemment un principe du réseau, puisqu'il ne dit plus à l'avance quel est le niveau de pouvoir compétent pour discuter. Par exemple, est-ce que c'est le niveau national ou le niveau européen qui est compétent pour résoudre les problèmes, par exemple, de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Voilà. Eh bien, le principe de subsidiarité va dire qu'il faut, dans chaque cas, examiner quel est le niveau de pouvoir le plus efficace, le plus pertinent pour résoudre le problème. Donc, vous voyez bien qu'on accepte l'image d'un réseau de pouvoir concurrent et on va chaque fois se demander de façon contextuelle quel est le mieux placé pour résoudre le problème. Voilà, ça c'est le premier corollaire, le niveau des idées forces. Plus simple, le niveau des valeurs. Quelles sont, pensez-vous, les valeurs associées au modèle pyramide d'un côté, modèle du réseau de l'autre? Ce n'est pas difficile de répondre. Le modèle de la pyramide est associé aux valeurs d'ordre, de stabilité, de prévisibilité, de loyauté, de sécurité. Il y a des avantages en termes de sécurité, il y a des désavantages en termes de discipline, de contraintes, de manque d'autonomie. Si nous passons au modèle du réseau, c'est l'inverse. Là, nous cultivons des valeurs de négociation, d'adaptation, de souplesse, de transparence, mais il y a un prix à payer, nous perdons en termes de sécurité juridique et de visibilité. Le pouvoir devient plus diffus. Donc il y a beaucoup à dire à ce égard-là. Il y a des valeurs positives et négatives des deux côtés. Le troisième point est difficile aussi, je vais aller très vite, je vais en dire assez peu. Quelles sont les métaphysiques sous-jacentes aux deux modèles? Le modèle de la pyramide est basé sur la métaphysique de Descartes. D'ailleurs, Descartes était un contemporain de Thomas Hobbes. C'est la métaphysique du sujet, le cogito souverain. C'est un modèle simple et mécanique, en rapport avec la mécanique de Newton, qui travaille aussi à la même époque. Tandis que la métaphysique sous-jacente au modèle du réseau est une métaphysique contemporaine. Ce n'est plus celle du cogito isolé, du sujet isolé, mais c'est celle de la communication, de l'intersubjectivité.
du linguistic term, bon, ça nous mènerait trop loin sur le plan métaphysique, donc, mais je laisse tomber. Beaucoup plus amusant et beaucoup plus facile est le quatrième point, les images qui sont associées, les images associées aux deux modèles. Eh bien, c'est facile. Le premier modèle, j'ai utilisé l'image de la pyramide. On peut y associer l'image de l'arbre généalogique, avec le père fondateur au-dessus, et puis les enfants, les petits-enfants. Sur le plan animal, c'est l'image qu'on trouve sur beaucoup de drapeaux des nations, avec le lion, ou en Belgique, le lion belge, l'aigle allemand ou l'aigle polonais, donc des animaux qui sont, il faudrait dire le condor pour l'Amérique du Sud, des animaux qui sont dominants. Sur le plan minéralogique, l'image est l'image de la dureté, comme la pierre. Le droit s'inscrit dans le marbre, dans la pierre. On va dire duralex, setlex. Et si vous passez du côté du réseau, vous avez toute une autre famille d'images plus compliquées, plus complexes, plus modernes. On ne parlera plus de la pierre, mais on va parler de flexible droit, de droit gazeux, liquide, de droit soft law, le droit doux, le droit mou, le droit flou. C'est toute autre gamme d'images. Sur le plan des animaux, on ne parlera plus du lion ou de l'aigle, mais de façon un peu inattendue, j'ai trouvé un auteur qui parlait du droit caméléon. Le caméléon, c'est cet animal qui prend la couleur du fond sur lequel on le dépose, et donc c'est un droit souple, adaptatif, négocié, contextuel. Plutôt que l'image verticale de l'arbre qui renvoie à une logique hiérarchique, des philosophes contemporains comme Deleuze et Guattari ont une image, elle est difficile, et ça va être difficile à traduire, c'est l'image du rhizome. Et le rhizome, c'est le réseau souterrain de racines, comme l'herbe, voilà, qui renvoie à l'image d'un droit un peu souterrain et qui surgit de façon inattendue à droite et à gauche. Je ne vais pas dépasser 1 heure, donc j'ai la montre en vue, donc je vais bientôt terminer. Et je vais terminer comme on doit faire, comme un scientifique doit faire, c'est-à-dire après avoir exposé une hypothèse. Mon hypothèse, c'était que nous assistons à un changement de paradigme. Je dois, pendant les 5 dernières minutes, me faire à moi-même des objections et des réserves. Et donc je vais consacrer ces 5 dernières minutes à limiter la portée explicative de ma propre hypothèse. Je pense que c'est un réflexe scientifique sain et nécessaire, parce qu'une hypothèse qui explique tout n'explique plus rien. Donc j'ai trois réserves ou 3 objections à mon hypothèse d'aujourd'hui. Première réserve, j'ai eu l'air d'annoncer un grand changement, et pour un scientifique c'est toujours très valorisant d'annoncer un grand changement comme une espèce de prophète qui a découvert quelque chose. Je pense qu'il faut être plus modeste et de voir que le droit en réseau n'est peut-être pas une nouveauté sur le plan historique et certainement pas sur le plan géographique. C'est seulement une nouveauté pour les juristes occidentaux qui n'ont pas le sens historique et qui n'ont pas beaucoup voyagé. Donc, ce que je veux dire, c'est que, d'une part, sur le plan historique, la complexité ou le droit en réseau était très caractéristique du droit occidental avant la Révolution française. Par exemple, même dans un pays très centralisé comme la France, qui est un peu, vous l'avez compris, le paradigme du modèle classique,
même en France, il y avait une grande répartition géographique du droit, avec un droit coutumier très différent au nord et au sud de la Loire, par exemple. Il y avait un droit ecclésiastique, un droit de la religion catholique qui réglait beaucoup de questions et qui donnait aussi des privilèges aux membres du clergé. Il y avait le droit des corporations, de métiers, il y avait le droit savant romain, il y avait le droit royal qui essayait de s'imposer de plus en plus comme un droit centralisé et étatique. Et donc, l'image du droit, même français, avant la Révolution française, est un droit patchwork, un droit mosaïque, un droit en réseau. Et c'est l'œuvre de la Révolution française, dans la suite de la centralisation royale qui commence avec Louis XIV, c'est l'œuvre d'unifier, de simplifier. Et sur le plan géographique, eh bien, par exemple, si on étudie un pays africain comme le Sénégal, par exemple, on doit bien voir que aujourd'hui, comme par le passé, il a toujours été caractérisé par la complexité, avec un droit local, coutumier, pour régler les questions de possession de la terre, les questions foncières, les questions agricoles, un droit religieux islamique pour toutes les questions de personnes et de familles, un droit colonial français pour les questions plus classiques de contrat, un droit transnational imposé par la Banque mondiale ou l'Organisation mondiale du commerce. Et on pourrait multiplier les couches de droit. C'est un droit en lasagne, si je veux dire, avec des couches superposées, donc qui montrent la complexité. Donc, c'était ma première objection, qui visait à relativiser mon hypothèse d'aujourd'hui dans le temps et dans l'espace. Mon autre réserve ou objection est de type épistémologique. Et je voudrais ici rappeler une grande vérité qui déborde de beaucoup notre sujet d'aujourd'hui. Et cette vérité est celle-ci, c'est que l'instrument de pensée, déjà même les mots que nous utilisons, parce que les mots ce sont nos premiers instruments de pensée, l'instrument de pensée que nous utilisons nous font voir la réalité sous un certain angle. Nous font voir la réalité sous un certain angle. Pour me faire comprendre, si nous utilisons un microscope, nous n'allons pas avoir la même vision de la réalité que si nous utilisons un télescope. Ce sont deux instruments de pensée qui, dans le premier cas, nous montrent le micro, et dans le deuxième cas, nous montrent le macro. Voilà. Et donc, nous sommes victimes, enfin, nous sommes tributaires des instruments de pensée et même des mots que nous utilisons. Donc, lorsque nous pensons à travers le filtre ou les lunettes de la pyramide, nous allons reconstruire la réalité sous forme pyramidale. Par contre, si nous raisonnons à l'aide du modèle du réseau, nous allons reconstruire la réalité sous la forme du réseau. Et donc, nous devons nous-mêmes être autocritiques par rapport aux instruments que nous utilisons. Et la situation est encore plus complexe en ce qui concerne les sciences humaines, c'est encore plus compliqué que ce que je viens de dire, parce que nous devons aussi accepter que les instruments que nous utilisons finissent par influencer le réel dont nous parlons. Donc il y a des effets de réalité créés par le vocabulaire que nous utilisons. Si depuis 2 siècles nous parlons de séparation des pouvoirs, eh bien peut-être que ça finit par entrer dans la tête des juges comme une espèce de modèle normatif qui influence leur propre comportement. Donc la situation est difficile en sciences humaines parce que c'est quelque chose de bien connu. En sciences humaines, l'observateur influence l'objet qu'il étudie parce que l'objet qu'il étudie, c'est lui-même, c'est la société et c'est l'homme. Et enfin, ma troisième réserve ou objection
concerne le domaine axiologique, le domaine des valeurs, dont je n'ai pas beaucoup parlé, j'en ai parlé un tout petit peu aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas échapper à cette question, au moins à un moment donné, je la pose de façon simple et brutale, est-ce que ce changement de paradigme est un mieux ou un pire? J'ai deux réponses. La première réponse, c'est de dire que toute chose est susceptible d'un bon usage ou d'un mauvais usage. Le philosophe grec Ésope disait ça de la langue, il disait que la langue était la meilleure et la pire des choses. La langue nous permet de dire des vérités ou des mots d'amour, mais la langue nous permet aussi de dire des mensonges ou des insultes. Donc, c'est une première réponse, tout est susceptible de bon usage ou de mauvais usage. J'ajoute simplement que le juriste que nous sommes, par métier, est toujours un peu méfiant. Le juriste sait que l'homme est capable du pire, et donc le juriste ne peut pas être angélique ou irénique. Et le juriste sait que le conflit est inhérent à la nature humaine. Le conflit caractérise le lien social. Que donc l'hégémonie, l'exploitation, l'inégalité est inhérente au lien social. Et donc une certaine méfiance est caractéristique du juriste qui doit toujours prévoir le pire. Un peu comme un médecin qui essaye de maintenir les hommes en bonne santé, doit toujours prendre en compte le risque de la maladie et développer des politiques préventives. C'était ma première réponse à la question que je posais, à la question des valeurs. J'ai une deuxième, et je vais terminer là-dessus, une deuxième réponse, très philosophique celle-là. Là, je vous donne presque en deux mots ma philosophie du droit profonde. Et je dirais ceci. Si le droit est totalement pyramidal, il disparaît, et si le droit est totalement réseau, il disparaît aussi. Et donc, il me semble, du point de vue des valeurs, que les valeurs typiquement juridiques se situent quelque part dans un juste milieu entre ces deux extrêmes. L'extrême d'une autorité absolue concentrée dans les mains d'un seul, c'est le modèle du Léviathan ou de la pyramide, est le modèle d'une espèce d'absence d'autorité anarchique où le droit serait dilué dans une espèce de négociation totalement immanente. Et donc, je pense que le droit doit à la fois permettre la position du tiers ou la position de la loi qui est au-dessus des parties, comme un arbitre au-dessus des parties, mais en même temps, et c'est ça la difficulté, le droit doit se battre pour l'égalité de tous et permettre à tous et à chacun de mettre en discussion les solutions d'autorité, donc de faire appel à un juge pour obtenir justice. Voilà, je pourrais beaucoup développer cette philosophie du droit, je le ferai un petit peu plus dans la conférence, la troisième conférence, donc à quoi sert le droit. Mais donc, c'est pour vous répondre, je pense que du point de vue des valeurs, il y a une disparition du droit lorsque le droit se ramène au pôle pyramide ou lorsqu'il se ramène totalement au pôle du reste. Je vous remercie de votre attention et je suis très heureux maintenant de pouvoir, pendant quelques minutes, pouvoir discuter de tout cela avec vous.
marco del 40 aniversario del CIDE, a la División de Estudios Jurídicos le preguntaron que a qué profesor de qué lugar del mundo querían traer como parte de este trabajo de aniversario. Y yo, sin dudarlo, pedí que fuera el profesor François Host, que está en Bruselas, porque del trabajo que he leído de él no me queda la menor duda que es de los teóricos del derecho más creativos, más innovadores, con un trabajo que no ha sido desafortunadamente traducido al español, pero tenemos la gran noticia que a partir de su estancia en México, el propio CIDE va a patrocinar la traducción de una de sus obras y el Fondo de Cultura Económica otra. Entiendo que alguno de los trabajos que tenía que ver con cuestiones ambientales lo tradujo alguna universidad latinoamericana, pero la presencia del profesor Host en México tiene que ser un suceso que marque la diferencia entre lo que estamos acostumbrados como a repetir en la teoría del derecho y el rompimiento de muchos paradigmas que, como van a ver, él hace y ha sido materia de muchos de sus trabajos. Bondadosamente ha aceptado trabajar con nosotros 4 días seguidos, con conferencias, bueno, martes, miércoles, jueves, pero el jueves con un doble trabajo, la conferencia de las 10 de la mañana, y algo que es verdaderamente apasionante de su trabajo, que es la relación de derecho y literatura para el jueves próximo. Bienvenido. Nous ne sommes plus seulement des hommes, des femmes de l'écriture et de l'imprimé, mais des hommes et des femmes du réseau. Et ma conférence d'aujourd'hui pourrait être comprise comme une sorte de commentaire des 2 images que j'ai distribuées et qui, à leur manière, vont illustrer ces 2 paradigmes. Mon point de départ, c'est l'idée que la pensée juridique occidentale, qui est encore enseignée aujourd'hui dans les facultés de droit, qui est dominante, est une pensée juridique positiviste. Ça veut dire que seul le droit pertinent est le droit qui a été édicté par une source officielle. Donc c'est un paradigme positiviste, étatiste. Le seul droit vraiment digne de considération est le droit de l'État. Et c'est un paradigme légaliste, qui veut dire que la source centrale du droit est la loi. Tout ça est assez cohérent. C'est un modèle qui s'est développé à partir du 19e siècle et qui a reçu au 20e siècle sa formulation définitive, avec notamment Hans Kelsen, qui est le plus grand auteur du positivisme juridique, avec sa théorie de la théorie pure du droit. C'est un modèle qui est basé sur l'ordre, la hiérarchie et la stabilité. Sur le plan politique, ce modèle est fondé sur l'État, qui est pouvoir souverain dans l'ordre international, qui est pouvoir suprême dans l'ordre interne, qui a des frontières stables et en principe définitives avec ses voisins. Et sur le plan juridique, ce modèle est basé sur la loi, source principale du droit, dans un modèle qui est à la fois hiérarchique, avec la fameuse hiérarchie que vous connaissez bien, la Constitution, de la loi, des arrêtés réglementaires, ou aussi hiérarchique. Ce souverain, c'est le Commonwealth, c'est la Respublica, c'est le Léviathan. Donc il n'y a pas d'autre perspective que cette... Il n'y a pas d'autre modèle que ce modèle du souverain unique, source du droit et de la justice.
modèle de la pyramide. D'ailleurs, vous voyez bien que l'image ressemble aussi à une sorte de pyramide. De ce modèle, on peut encore dégager une logique, qui est la logique classique, qui est si caractéristique du modèle positiviste, et qui est la logique du syllogisme, que nous retrouvons dans le modèle classique de l'acte de juger. Rendre la justice serait appliquer un raisonnement syllogistique, avec la loi qui est donnée, qui est suprême, et qui représente la majeure du raisonnement. Le cas particulier, plaidé par l'avocat, le dossier, qui représente la mineure, et la décision du juge, qui est mécanique, qui dérive la solution de la majeure, c'est-à-dire de la loi non discutée, qui est appliquée à la mineure. C'est la logique classique basée sur les principes d'identité, A égale A, les principes de non-contradiction, A n'est pas B, et principe du tiers exclu, entre A et B, il n'y a pas de tierce possibilité. C'est aussi une logique extrêmement binaire que nous rencontrons beaucoup dans la pensée juridique classique, celle qui divise tous les concepts, toutes les réalités en couples d'opposition. Par exemple, le fait et le droit, le national et l'étranger, l'immeuble et le meuble, le patrimonial et le non patrimonial. Tout se passe comme si le droit entier était une cascade de couples d'opposition. Voilà, ça c'est une image en quelques minutes très rapidement évoquée du modèle classique de la pyramide, hiérarchique, linéaire, binaire. Ce modèle des tribunaux, ça c'est le portail, le site de la Cour de cassation de Belgique, c'est un modèle que nous connaissons bien aussi, Cour de cassation, Cour d'appel, tribunaux de base, justice de paix. Donc c'est un modèle qui conçoit la production du droit comme hiérarchique à partir d'une source supérieure. Et c'est aussi un modèle basé sur une autre séparation, pas seulement hiérarchique, mais verticale, entre les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. C'est un modèle classique que nous pouvons illustrer à l'aide de la première illustration que vous connaissez peut-être et qui date de 1651. Elle était la première page du livre de Thomas Hobbes, philosophe anglais Thomas Hobbes, fondateur de la pensée politique moderne, et qui forge l'imaginaire occidental de l'état et du droit, qui est à la source de ce modèle positiviste, étatiste, légaliste. Alors, regardons, si vous voulez bien, l'image. Que voyons-nous sur cette image? Un personnage quasiment mythologique, à moitié homme, à moitié Dieu. Il tient dans sa main droite le glaive, l'épée, symbole du pouvoir politique, et dans sa main gauche, la crosse, symbole du pouvoir religieux. Donc il concentre tous les pouvoirs. Si vous avez de bons yeux et que vous lisez la phrase latine en haut de l'image, il est dit, en latin, « Non est potestas super terram, que comparetur ei », ce qui veut dire il n'y a pas de pouvoir sur terre qui se compare à lui. Donc c'est le pouvoir supérieur. Tout ça est assez classique. Ce qui est plus intéressant, et un psychanalyste aimerait bien cette observation, regardez le corps du souverain, le corps du Léviathan. Le corps du Léviathan, c'est nous les hommes et les femmes, les sujets de droit. Donc, qui nous identifions, qui nous communions dans le personnage du souverain. Profesor Ost, estamos muy contentos que esté con nosotros. Sabemos que el viaje ha sido pesado
pero seguramente el trabajo de intercambio que va a haber con los estudiantes y con los profesores de Derecho del CIDE va a ser sin duda muy redituable también para usted. Bienvenido de nuevo y esperamos con ansia sus palabras. Merci au professeur Laetitia Boniface pour cette conférence qui m'honore à l'occasion du 40e anniversaire du CIDE, dont on connaît en Europe la réputation d'excellence comme centre de recherche en sciences sociales et maintenant avec une toute jeune faculté de droit. Je suis désolé de ne pas pouvoir parler dans la belle langue espagnole. J'ai un fils qui vit à Tolède et qui parle très bien l'espagnol, mais voilà, moi je n'ai pas encore eu l'occasion d'apprendre suffisamment. Je comprends à peu près les questions pour tout à l'heure. Et merci à madame la traductrice qui, je l'ai appris, est une compatriote de Belgique. Voilà, nous avons certainement une complicité de traduction. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'un thème qui pour moi est vraiment central, qui est ce que j'appelle le changement de paradigme auquel nous assistons pour penser les transformations actuelles du droit et de l'État. C'est notre métier d'intellectuel d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, le monde qui change. Et pour essayer de comprendre ce monde qui change, j'ai écrit il y a quelques années avec Michel van de Kerkhove un ouvrage intitulé « De la pyramide au réseau ». Vous voyez que j'avais anticipé mon voyage au Mexique, puisque des pyramides, il y en a beaucoup et de très belles au Mexique, pas seulement en Égypte. Et des réseaux aussi, pour un pays jeune, un pays moderne, branché, des réseaux, c'est quelque chose, surtout que les jeunes étudiants connaissent bien. Nous sommes des